Radio Reboot, la radio déconstruit, reconstruit l'art. Radio Reboot, la radio déconstruit, reconstruit l'art. Bienvenue dans ce premier épisode de Radio Reboot. Nous sommes Anaïs et Lara, membres actifs de la galerie associative Reboot, qui a été créée en 2019 par 4 étudiantes de l'ESSAD de Grenoble, Jeanne, Amandine, Anaïs et Lara. Radio Reboot a très vite été une envie que l'on a voulu mettre en place pour représenter les différents travaux qui ont lieu dans notre paysage culturel. C'est une envie qui fait sens avec le travail de certaines d'entre nous et qui nous permet également d'aborder collectivement des thèmes qui prennent place dans notre travail respectif. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer la notion de remémoire. C'est en 1981 que Toni Morrison, écrivaine et activiste afro-américaine, écrit dans son livre Tar Baby à propos de la notion de remémorie. Elle y parle de la façon dont on récupère des souvenirs enfouis via l'intuition, la narration et le discours différent de la grande histoire. On va parler d'histoires individuelles et personnelles qui, en fait, mises bout à bout, vont créer l'histoire. Et c'est au moment d'un workshop à l'ESSAD de Grenoble, en présence d'Amélia Humuir et de Katia Schneller, que la traduction de remémorie est venue, et c'est remémoire. Aujourd'hui, on rencontre Adèle Grosjean. Bonjour Adèle. Salut à toutes. Tu es aujourd'hui étudiante artiste à l'École supérieure d'art et design de Valence. Tu es née à Bangkok en 99 et ton travail prend directement pour sujet la remémoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es arrivée aux Beaux-Arts de Valence et quel est ton parcours? En fait, avant d'être aux Beaux-Arts de Valence, j'étais à Lyon. Je faisais une prépa en arts appliqués et ça me correspondait pas du tout et en fait, c'est juste au fil de rencontres que je me suis dirigée vers Valence parce que j'avais des profs qui étaient passés par là et qui m'ont conseillé de passer le concours. Du coup, je l'ai passé, ça s'est bien passé et depuis, je suis plutôt épanouie, je pense, dans l'école donc c'était cool. Comment ça se passe un peu en ce moment l'école à Valence? Là, en ce moment, elle est fermée, à cause du covid, du coup. Mais on a réussi à la faire ouvrir, pour les années diplômantes, en tout cas, la semaine après les vacances, sur une prise de rendez-vous et tout ça. Donc en fait, il y a une grosse responsabilisation de la part des élèves, pour, du coup, que la direction, nous autorise à ouvrir et pas trop peur qu'on fasse des bêtises dans l'école quand ils sont pas là. Mais sinon, je dirais que ça se passe plutôt bien parce que comme on est une petite école, en fait, le contact est plus facile et du coup, on arrive à organiser des choses plus rapidement que dans des grosses structures, je pense, où c'est plus dur de rassembler les gens. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour toi, cette notion de remémoire dans ce contexte pandémique dans lequel on est depuis maintenant 1 an? Je pense que pour moi, en tout cas, c'est un peu, un processus un peu on est tous passés par là, en fait, surtout, pendant les confinements et tout. On avait une sorte de repli sur soi-même et d'impossibilité de communiquer physiquement avec les autres et tout et d'échanger. Du coup, une sorte d'introspection et du coup, forcément, on commence à réfléchir au passé parce que le futur, on n'arrive pas trop à l'imaginer et c'est un peu embêtant, je pense, de réfléchir à la mémoire en étant tout seul. C'est pour ça que je pense que je vous remercie d'avoir, mis en place ce dispositif de radio et tout, parce que je trouve que c'est ultra important de parler de la mémoire ensemble et de pas créer des barrières, en fait, entre les mémoires qui doivent être individuelles forcément parce qu'on a tous notre manière de vivre les choses. Mais le principal, c'est de partager, en fait, notre vécu. En effet, du coup, c'est vrai qu'on se pose la question aujourd'hui, et du coup, on va en profiter pour te la poser à toi, du rapport qu'on a avec la remémoire, justement, dans un monde où les temporalités sont assez faciles à accepter et que le futur est difficilement imaginable. Donc, tu penses, ouais, quel rapport tu peux avoir avec la remémoire, principalement, dans cette situation-là? En fait, moi, heu
Cette année, j'ai beaucoup travaillé sur, les archives et sur la mémoire, en fait, au sein de l'art parce que en ce moment, il y a, un gros pôle de réflexion autour de la figure de l'artiste, «chercheur» entre guillemets et du coup, comme c'est des choses qu'on a beaucoup abordées en cours, avec certains profs et que c'est des sujets qui m'ont accrochée, j'ai commencé à m'y pencher et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment, ultra important en ce moment d'y réfléchir, en ce moment plus qu'avant, et moi je la fais intervenir, ce principe de remémoire en fait d'une manière assez, universelle dans le sens où, en fait je l'utilise en tant que processus un peu de remise en question, de relecture en fait, d'une manière générale sur mon travail et sur, ce qui fait histoire. Du coup, en fait je prends la remémoire comme un principe de relecture et de retraduction. Pour l'appliquer à tout, en fait. Et du coup, il y a d'un côté la mémoire, la remémoire et il y a aussi, l'archive et du coup, quelle différence toi tu peux faire entre, l'archive et la remémoire? Hem, ben, premièrement, enfin, je pense au tout début, moi, je voyais vraiment l'archive comme l'objet en soi, contrairement à la remémoire qui était plus quelque chose d'immatériel et la mémoire. Hem et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un peu bloquée dans mon parcours, de réflexion parce que j'avais tendance à sacraliser un peu trop, du coup, l'objet de l'archive, dans sa préciosité, dans son côté, témoignage, d'une époque révolue et hem et en fait, alors que la mémoire, pour le coup, j'ai jamais vraiment eu du mal à me l'approprier, en fait, parce que c'est un processus qui est plus naturel pour moi. Hem et c'est comme ça que je faisais la distinction, en fait. Premièrement, juste l'aspect physique de l'archive et l'aspect un peu plus, immatériel de la mémoire. Et tu pourrais nous en dire un peu plus justement ben, sur quelle place prend l'archive aujourd'hui dans ton travail? Ben, pour le coup, j'ai réussi à dépasser cette sorte de peur un peu, de mysticisme un peu, déplacé, que j'avais par rapport à certains documents d'archives et aujourd'hui, je m'autorise à intervenir directement sur, un fonds d'archives, qui m'a été, enfin qui sur lequel je travaille en ce moment. Hem Parce que en fait, je considère que c'est plus un problème d'avoir une action directe, sur quelque chose, un document archivique tant qu'on l'exploite pas et tant qu'on le montre pas dans sa finalité comme, une unicité de point de vue, en fait et quelque chose de fermé, de indémontable, quoi. Du coup, maintenant, en fait, je fais des petites actions sur des documents divers ou des archives diverses, avec beaucoup, d'humilité et un respect quand même certain, mais je tâtonne petit à petit. Enfin, c'est quelque chose que je pense qu'il faut prendre du temps, il faut être très patient et il faut être très humble, en fait, pour, en tout cas, moi, j'ai besoin de un peu ces 3 combos pour pouvoir aborder, et travailler sur les archives. Et aujourd'hui, bah justement, suite à ce travail sonore, par exemple, que tu vas nous présenter, est-ce que tu pourrais aujourd'hui dire que tu es une plasticienne du son? Hem, ben, en tout cas, moi, je le dirais pas sur moi. Après, vu, la manière dont je travaille et les formes que prennent mon travail, je pense que c'est pas illogique d'utiliser ce terme. Après, j'ai tendance à penser que c'est peut-être un peu réducteur du coup, parce que je suis la première à enfin, à changer un peu de pratique, presque chaque semaine et du coup, c'est vrai qu'une semaine, je peux être plasticienne du son et puis l'autre, un truc complètement différent donc Oui, c'est vrai que notre spécificité en tant qu'étudiant et étudiante en école d'art, c'est justement de passer d'un médium à l'autre assez facilement. Et enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de frontières. Enfin, t'as des étudiants qui font de la peinture, mais avant, on pouvait les considérer que comme des peintres. Mais aujourd'hui, ils font de la peinture, de l'installation, plein de choses. Et que c'est, tu es des fois plasticienne du son, comme des fois, tu peux être autre chose, en fait.
Exactement. Pourrais-tu nous parler, en fait, de ce que tu entends par contestation sonore? Parce que pour en avoir déjà parlé, avec toi, c'était un truc que tu nous avais, dit et nous expliquer un peu ce que tu entends par là. Ouais, ben, pour le coup, le terme de contestation sonore, moi, il me sert un peu à expliquer plusieurs choses dans mon travail, plusieurs, processus qui viennent d'intervenir. Déjà dans la création même, heu, parce que quand je monte un son, le fait de faire les balances et toute cette réflexion qu'il doit y avoir entre la coexistence de plusieurs, éléments sonores, dans un même produit final, en fait, ça me fait déjà penser à, ben, cette question de contestation, de cohabitation, en fait, dans le sens même de la création. Et après, contestation sonore aussi parce que, j'ai tendance à créer, en fait, des univers, au sein de mes productions, pour venir mettre en lumière ou au contraire questionner, les limites d'un médium ou d'une pensée ou quoi que ce soit, ou d'une image, pour le coup, pour la production que j'avais choisi de vous partager. Et en fait, le fait de le mettre aussi en rapport avec d'autres médiums, d'autres techniques, en fait, ça me permet de créer vraiment, bah, du coup, un nouveau territoire où, chaque technique, par leur singularité, viennent se confronter ou se questionner et du coup, voilà. C'est un terme qui m'accompagne, en fait, le terme de contestation sonore un peu partout et dans chaque étape du processus de création, et de diffusion, du coup. Du coup, ce qui t'a amené, à ce podcast, à participer à ce podcast, c'est, le projet, «La dernière paille qui cassa le dos du chameau». Est-ce que tu pourrais, nous en dire un peu plus et expliquer, en fait, ce que c'est que ce projet-là? Comment ça Ouais. t'est venu? Expliquer, je sais pas si, j'aime bien laisser un peu de flou, d'interprétation à mes productions parce que c'est quelque chose que j'aime penser assez, sensoriel. Hem, du coup, j'aurais tendance à dire que chaque personne qui le regarde peut décider de lire, en fait, et de ressentir ce qu'il a envie sans donner un fil, du coup, narratif. Mais peut-être pour expliquer un peu, globalement le projet, en fait, c'est, c'est une vidéo que j'ai construite à partir d'archives, du coup, ben, du coup post-coloniales, des premières expéditions du coup, qui consistaient, en Égypte et cetera à venir, récupérer des objets, sur place pour les exposer dans les musées, occidentaux. Et j'ai pas décidé de montrer les pillages, mais j'ai décidé de montrer une partie de l'environnement, en fait, parce que quand je travaille les archives, moi, je préfère, bosser sur, ce qui construit le contexte plutôt que vraiment sur la représentation propre, puisque j'ai pas envie de donner une enfin, bref. Et donc j'ai voulu créer un nouvel espace de lecture en alliant, du coup, aussi ma pratique du son pour créer, un espace-temps, en fait, qui venait, s'alimenter, en fait, plus ou moins avec les images. Donc La dernière paille qui cassa le dos du chameau, c'est un projet sonore et visuel. Pourquoi avoir choisi ce format-là? Et ben, du coup, parce que je trouve que le médium vidéo et le médium, du son, sont intéressants au niveau, de leur définition. Enfin, moi, je considère le son comme un environnement en 2 dimensions, du coup, qui est défini par sa durée, du coup, et sa hauteur. Alors que la vidéo, elle fait venir beaucoup plus de dimensions en jeu et en fait, c'est un peu ce jeu de, comment dire? De tester ce qui peut aller ensemble. Qu'est-ce que ça fait de se faire rencontrer ces 2 médiums dans tout ce qu'ils engagent, en fait, chacun de leur côté? Et puis, aussi essayer de les prendre un peu, en contre-pied, de voir à quel point je peux contredire l'image qu'on se fait de la vidéo en la rendant, très abstraite ou en la rendant très illisible. Et pareil dans le son, en essayant de rendre le son le plus illisible possible et enfin, essayer de tester toujours un peu les limites de chaque médium et ensuite de tester, entre eux ce qu'ils peuvent apporter et ce qu'ils peuvent entretenir, en fait.
On vous propose donc d'écouter un extrait de ce travail qui est disponible sur YouTube et on se retrouve juste après. Du coup, Adèle, comme on en a parlé un petit peu avant, tu parles de contestation sonore. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que c'est une nouvelle façon de réinventer des mondes? Ouais, carrément, c'est joliment dit. Hem, En tout cas, j'espère que non, si c'est pas encore des mondes, en tout cas des bribes de réalité ou des portes d'entrée sur
des subjectivités multiples. Et du coup, ça me plaît de penser que ouais, il y a des petits bouts de ce que je produis qui peuvent flotter encore dans un univers parallèle, je sais pas. Et bah, pour un peu terminer, ce truc-là, est-ce que c'est cette histoire de mémoire, de remémoire et d'histoire individuelle, est-ce que tu pourrais du coup nous parler d'un projet, d'une œuvre en fait que tu as vue et dont tu te souviens, enfin qui t'a marqué, ému et plu et essayer de nous la retranscrire, un peu comme justement, une idée d'exposition sonore en fait? Hem, ben, moi, il y a une artiste, libanaise qui s'appelle Lara Tabet que j'aime beaucoup et qui a fait, tout un travail, au niveau, de l'archive, de l'archivage en fait, mais, elle a une formation, enfin, elle est médecin à la base et du coup, elle est venue, penser l'archive comme, l le témoignage en fait d'un environnement donné et d'un contexte donné et de là, en fait, elle a utilisé ses connaissances en médecine pour, venir créer, des paysages en fait de bactéries du fleuve qu'elle avait récolté en fait et ça crée dans des boîtes de pétri des sortes de peintures un peu abstraites fait avec, tout ce qui compose en fait un environnement donné et ça quand je l'ai vu, la fois où je l'ai vu, j'ai trouvé ça assez fort et finalement, hem, assez, intime et du coup ça m'a particulièrement touchée. Et où est-ce que tu l'avais vue? C'était, dans quelle, expo, musée, enfin lieu, Bah, ça, je l'avais vu du coup sur, internet parce que c'était déjà le le Covid? confinement. Ouais, mais c'est, une autre artiste libanaise, qui était venue faire un workshop à l'école pour le coup, Randa Mirza qui m'avait parlé, parce qu'elle se connaissait et elle m'avait dit: «Il faut que tu ailles voir ce qu'elle fait parce que ça enfin» parce que j'ai travaillé moi aussi avec ce système de boîtes de pétri, sur des photos, enfin un autre projet et elle me l'a fait découvrir et j'étais, très contente de cette découverte. Donc on mettra dans la description, bien sûr toutes les références et toutes les personnes dont on a parlé. Et pour finir cette émission, on va vous passer un petit extrait musical de Drexia. C'est un morceau qui s'appelle Hydro Theory, extrait de l'album Journey of the Deep Sea Dweller One. Pour ceux qui connaissent pas, Drexia, c'est un petit duo musical créé par James Stinson et Gerald Donald en 92. Ils ont pour thème récurrent un monde aquatique nommé Drexia, peuplé par des Drexians, qui en fait est un peuple issu des esclaves noirs jetés à la mer entre l'Afrique et l'Amérique durant la traite des Noirs. C'est une sorte de mythe de l'Atlantide et mêlé à de l'afrofuturisme. Ils offrent eux aussi une nouvelle lecture de l'histoire et une réappropriation de leur propre mémoire.
Merci beaucoup Adèle pour cet entretien. On est, super, contente d'avoir pu, faire, ta connaissance, enfin partager, avec toi ton travail et cette histoire de remémoire. Donc comme je le disais, tous les liens pour avoir accès à ton travail et au travail des 2 artistes, libanaises, dont tu nous as parlé, seront dans la description. Merci à vous. On voulait aussi remercier Katia Schneller et Benjamin Serror pour leur soutien et leur aide à la réalisation de ce projet. Et également merci à Simone Frangi et à Katia pour nous avoir inspiré le sujet de ce podcast. Et merci également du coup à tous nos auditeuristes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous retrouve bientôt dans de nouveaux projets et de nouveaux épisodes. Et vous pouvez réagir, écrire ou même nous envoyer des bisous sur notre Instagram, Association Reboot, ou sur notre Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Reboot. À très vite pour la suite de Remémoire. Radio Reboot, la radio déconstruite, reconstruite de la